Bénévole. Quelle belle idée! Idée un peu folle a eu Alexandre Jardin en créant Lire et faire lire il y a un peu plus de 20 ans. Une idée ambitieuse et généreuse puisqu'elle s'appuie sur la force du bénévolat, la mobilisation des plus de 50 ans et le plaisir de la lecture à transmettre aux enfants. Ce programme est porté par 2 réseaux associatifs fortement implantés, celui des ligues de l'enseignement et celui des UDAF. Mais surtout, ce programme est en constante évolution grâce à vous qui le faites vivre. Je ne peux malheureusement être parmi vous ce soir, mais je tiens, au nom du conseil d'administration de Lire et faire lire, à vous remercier pour votre engagement et à remercier l'UDAF du Puy-de-Dôme pour l'organisation de cet événement. Je sais, pour avoir déjà entendu Bernard Mettraux lors des réunions nationales de Lire et faire lire à Port-le-4, il y a quelques années, que vous allez passer une très belle soirée à la hauteur de l'anniversaire que vous fêtez tous ensemble. Je vous souhaite donc une excellente soirée, en espérant vous retrouver tous à la rentrée pour affirmer plus que jamais notre rêve, créer un peuple de lecteurs. À bientôt. Faire lire, c'est vivre et faire vivre, n'est-ce pas? En tout cas, c'est cette belle vérité qui m'a toujours paru évidente lors de mes nombreuses rencontres avec les bénévoles de votre association. C'est que la lecture avec eux est d'abord une rencontre et une parole adressée, et non pas ce qu'elle est trop souvent, une injonction au savoir, une démonstration du beau et le faux nez d'un discours moralisateur. Pour qu'un texte lu importe vraiment, qu'il soit fondateur, qu'il fertilise et nourrisse, il faut certes qu'il consonne à l'humain, mais il faut avant tout que celui qui en témoigne, le lecteur bénévole donc, ait le simple talent de la générosité et l'art naturel du partage. Le bénévole n'est-il pas celui qui veut du bien? La lecture à lire et faire lire n'est pas un exercice. Elle est l'occasion de la vie partagée dans ses énigmes mêmes, ce qui est finalement la seule raison qui tienne de la littérature. Lire, non pas pour l'enfant, mais avec l'enfant. C'est lui donner la main sur le chemin de la vie. Jean-Pierre Siméon, parrain de l'action UDAF et de Lire et faire lire. Mesdames et messieurs, vous allez tout de suite faire la différence entre un professionnel de la lecture et un véritable amateur. La personne qui a pris la parole tout à l'heure, c'est Madame Michèle Bobby-Balzac, qui est la présidente de Lire et faire lire, la présidente nationale. Je pense que ça n'a pas été indiqué dès le début. Quelle belle idée a eu Alexandre Jardin il y a un peu plus de 20 ans. En s'inspirant d'une expérience menée à Brest, développer l'action Lire et faire lire, programme intergénérationnel de transmission du goût de la lecture aux enfants par des bénévoles de plus de 50 ans. Une idée ambitieuse, construire un peuple de lecteurs. Une idée qui s'appuie sur la générosité, mobiliser des bénévoles seniors pour offrir au plus grand nombre d'enfants l'accès à la lecture, synonyme d'accès à l'éducation, à la culture, à l'imaginaire et au libre arbitre. Il s'agit également d'une belle rencontre, celle de l'écrivain, avec 2 réseaux associatifs solidement implantés dans toute la France, celui des ligues de l'enseignement, dont nous avons aujourd'hui des représentantes, et celui des UDAF. Ensemble, ils ont convaincu le ministère de l'Éducation nationale que les lecteurs bénévoles pouvaient apporter leur aide aux enseignants qui apprennent à lire aux enfants, dont certains en grande difficulté. Ensemble, ils ont élargi leur champ d'intervention, ajoutant aux écoles élémentaires d'autres structures éducatives, celles de la petite enfance, puis le collège, et culturelles, telles les bibliothèques. Partageant ainsi son projet avec des partenaires de toute nature, Lire et faire lire a généré des effets multiples, accompagnant le développement du plaisir de lire, contribuant par là même à l'apprentissage de la lecture,
mais prévenant également l'illettrisme et participant au bien vieillir des seniors dont l'utilité sociale est avérée. Innovant, Lire et faire lire l'a été, se déployant sur le temps de loisirs des enfants, mettant l'accent sur les quartiers populaires des villes et sur le monde rural, ancrant son action dans les territoires avec les élus. Au cours de l'année difficile que nous avons traversée, Lire et faire lire s'est même ouvert aux richesses du numérique. Ardent promoteur de la littérature jeunesse, ce programme intergénérationnel permet aux bénévoles de se former et ainsi de se renouveler tout en élargissant leurs réflexions. Désolé, je crois l'avoir arrêté. Je n'ai pas dû arrêter la sonnerie en fait. Donc, innovant, Lire et faire lire l'a été, se déployant sur le temps de loisirs des enfants, mettant l'accent sur les quartiers populaires des villes et sur le monde rural, ancrant son action dans les territoires avec les élus. Au cours de l'année difficile que nous avons traversée, Lire et faire lire s'est même ouvert aux richesses du numérique. Ardent promoteur de la littérature jeunesse, ce programme intergénérationnel permet aux bénévoles de se former et ainsi de se renouveler, tout en élargissant leurs réflexions communes sur de nombreux sujets, dont celui de l'accès à la lecture. C'est donc tout naturellement que l'UDAF du Puy-de-Dôme a souhaité s'impliquer davantage, depuis 2018, dans le développement de cette belle action qui ne serait rien sans vous. Nous sommes heureux de fêter les 20 ans de Lire et faire lire, en organisant cette belle soirée avec le concours de Bernard Métro, que nous remercions et qui connaît bien notre action, puisqu'il était intervenu lors des Journées nationales de Lire et faire lire à Port-le-Cat, il y a quelques années. Jean-Pierre Siméon, retenu ce soir, a gentiment accepté d'être notre parrain. Je vous souhaite, au nom du conseil d'administration de l'UDAF, une excellente soirée d'anniversaire. Nos remerciements pour votre engagement en faveur de ce programme et des enfants du Puy-de-Dôme. Et je vous donne rendez-vous sur la prochaine année scolaire pour développer encore davantage l'action. Bonne soirée. Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Autrefois,
car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisies. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie. C'étaient des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière, et puis encore des jeunes filles, et puis de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fête dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamné à mort. C'était par une belle matinée d'août. Il y avait 3 jours que mon procès était entamé. Les 2 premières nuits d'inquiétude et de terreur, je n'avais pu dormir. La 3e, j'en avais dormi d'ennui et de fatigue. À minuit, j'avais laissé les jurés délibérants. On m'avait ramené sur la paille de mon cachot et j'étais tombé sur le champ dans un sommeil profond, dans un sommeil d'oubli, lorsqu'on vint me réveiller. Cette fois, il ne suffit point du pas lourd et des souliers ferrés du guichetier, du cliquetis de son nœud de clé, du grincement rauque des verrous. Il fallut pour me tirer de ma léthargie sa rude voix à mon oreille et sa main rude sur mon bras. « Levez-vous donc !» J'ouvris les yeux, je me dressai effaré sur mon séant. Je vis au plafond du corridor voisin ce reflet jaune où des yeux habitués aux ténèbres d'une prison savent si bien reconnaître le soleil. J'aime le soleil. « Il fait beau ?» dis-je au guichetier. Il resta un moment sans me répondre, puis, avec quelque effort, il murmura brusquement « C'est possible ». Je demeurais immobile, l'esprit à demi endormi. « Voilà une belle journée !» répétai-je. « Oui, » me répondit l'homme. « On vous attend. » Je me levai. Mes dents claquaient, mes mains tremblaient et ne savaient où trouver mes vêtements, mes jambes étaient faibles. Cependant, je suivis le geôlier. Les 2 gendarmes m'attendaient au seuil de la cellule. On me remit les menottes. Je laissai faire. C'était une machine sur une machine. Nous traversâmes une cour intérieure. L'air vif du matin me ranima. Je levai la tête. Le ciel était bleu. Il faisait beau, en effet. Nous montâmes un escalier tournant en vis. Nous passâmes un corridor, puis une porte basse s'ouvrit. Un air chaud, mêlé de bruit, vint me frapper au visage. C'était le souffle de la foule dans la salle des assises. J'entrai. Il y eut à mon apparition une rumeur d'armes et de voix. Et pendant que je traversais la longue salle, entre 2 masses de peuple muré de soldats, il me semblait que j'étais le centre auquel se rattachaient les fils qui faisaient mouvoir toutes ces faces béantes et penchées. Alors il se fit un grand silence. J'étais parvenu à ma place. Au moment où le tumulte cessa dans la foule, il cessa aussi dans mes idées. Je compris tout à coup clairement que le moment décisif était venu, que j'étais là pour
entendre ma sentence. L'explique qui pourra. De la manière dont cette idée me vint, elle ne me causa pas de terreur. Les fenêtres étaient ouvertes, l'air et le bruit de la ville arrivaient librement du dehors, la salle était claire comme pour une noce, les gais rayons du soleil traçaient çà et là la figure lumineuse des croisés. Les juges, au fond de la salle, avaient l'air satisfaits, probablement de la joie d'avoir bientôt fini. Le visage du président, doucement éclairé par le reflet d'une vitre, avait quelque chose de calme et de bon. Les jurés seuls paraissaient blêmes et abattus, mais c'était apparemment de fatigue d'avoir veillé toute la nuit. Quelques-uns bâillaient. Rien dans leur contenance n'annonçait des hommes qui venaient de porter une sentence de mort. En face de moi, une fenêtre était toute grande ouverte. J'entendais rire sur le quai les marchandes de fleurs, et au bord de la croisée, une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouait avec le vent dans une fente de la pierre. Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Inondé d'air et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté. Confiant, j'attendis ma sentence comme on attend la délivrance et la vie. Cependant, mon avocat arriva. On l'attendait. Il venait de déjeuner copieusement et de bon appétit. Parvenu à sa place, il se pencha vers moi avec un sourire. « J'espère, me dit-il. « N'est-ce pas ?» répondis-je léger et souriant aussi. « Oui, reprit-il. Je ne sais rien encore de leur déclaration, mais ils auront sans doute écarté la préméditation, et alors ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité. »« Mais que dites-vous là, monsieur ?» répliquai-je indigné. « Plutôt 100 fois la mort !» Oui, la mort. Et d'ailleurs, me répétait je ne sais quelle voix intérieure, qu'est-ce que je risque à dire cela? A-t-on jamais prononcé sentence de mort autrement qu'à minuit, au flambeau dans une salle sombre et noire, et par une froide nuit de pluie et d'hiver? Mais au mois d'août, à 8 heures du matin, un si beau jour, c'est bon juré. Mais c'est impossible. Tout à coup, le président, qui n'attendait que l'avocat, m'invita à me lever. La troupe porta les armes. Comme par un mouvement électrique, toute l'assemblée fut debout au même instant. Une figure insignifiante et nulle, placée à une table au-dessous du tribunal, c'était, je pense, le greffier, prit la parole et lut le verdict que les jurés avaient prononcé en mon absence. Une sueur froide sortit de tous mes membres. Je m'appuyai au mur pour ne pas tomber. « Avocat, avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine ?» demanda le président. J'aurais eu, moi, tout à dire, mais rien ne me vint. La langue resta collée à mon palais. Le défenseur se leva. Je voulus répéter à haute voix ce que je lui avais déjà dit, plutôt 100 fois la mort. Mais l'haleine me manqua et je ne pus que l'arrêter rudement par le bras, en criant avec une force convulsive « Non !» Puis les juges sortirent, puis ils rentrèrent, et le président me lut mon arrêt. « Condamné à mort !» dit la foule. Et tandis qu'on m'emmenait, tout ce peuple se rua sur mes pas, avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Moi, je marchais, ivre et stupéfait. Jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Maintenant, je distinguais clairement
comme une clôture entre le monde et moi. Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle, de la couleur d'un linceul. Au bas de l'escalier, une noire et sale voiture grillée m'attendait. Au moment d'y monter, je regardais au hasard dans la place. « Un condamné à mort !» criaient les passants en courant vers la voiture. À travers le nuage qui me semblait s'être interposé entre les choses et moi, je distinguais 2 jeunes filles qui me suivaient avec des yeux avides. « Bon !» dit la plus jeune en battant des mains. « Ce sera dans 6 semaines. » La voiture noire me transporta ici, dans ce hideux Bicêtre. Vu de loin, cet édifice a quelque majesté, mais à mesure que vous approchez, le palais devient masure. Les pignons dégradés blessent l'œil. Je ne sais quoi de honteux et d'appauvri salit ces royales façades. On dirait que les murs ont une lèpre. Plus de vitres, plus de glace aux fenêtres, mais de massifs barreaux de fer entrecroisés auxquels se collent, çà et là, quelques hâves figures d'un galérien ou d'un fou. C'est la vie vue de près. À peine arrivé, des mains de fer s'emparèrent de moi. On multiplia les précautions, point de couteau, point de fourchette pour mes repas. La camisole de force, une espèce de sac de toile à voilure, emprisonna mes bras. On répondait de ma vie. Je m'étais pourvu en cassation. On pouvait avoir pour 6 ou 7 semaines cette affaire onéreuse, et il importait de me conserver sain et sauf à la place de grève. Les premiers jours, on me traita avec une douceur qui m'était horrible. Les égards d'un guichetier sentent l'échafaud. Par bonheur, au bout de peu de jours, l'habitude reprit le dessus. Ma jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier de la prison m'ouvrirent la promenade 1 fois par semaine avec les autres détenus et firent disparaître la camisole où j'étais paralysé. Après bien des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. Tous les dimanches, après la messe, on me lâche dans le préau à l'heure de la récréation. Là, je cause avec les détenus. Il le faut bien. Ils sont bonnes gens, ces misérables. Ils me comptent leur tour, ce serait à faire horreur, mais je sais qu'ils se vantent. Du moins, ces hommes-là me plaignent. Ils sont les seuls. Les geôliers, les guichetiers, les porte-clés, je ne leur en veux pas, causent et rient et parlent de moi, devant moi, comme d'une chose.
Je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire? Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde? Pourquoi non? Pourquoi ne pas essayer de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà? Et puis, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. N'y aurait-il pas dans ce procès-verbal de la pensée agonisante, dans cette progression toujours croissante de douleur, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent? Peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère quand il s'agira quelqu'autrefois de jeter une tête qui pense, une tête d'homme, dans ce qu'ils appellent la balance de la justice. Se sont-ils jamais seulement arrêtés à cette idée poignante que dans l'homme qu'ils retranchent, il y a une intelligence qui avait compté sur la vie, une âme qui ne s'est point disposée pour la mort? Non. Ils ne voient dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire et pensent sans doute que pour le condamné, il n'y a rien avant, rien après. Ces feuilles les détromperont. À moins qu'après ma mort, le vent ne joue dans le préau avec ses morceaux de papier souillés de boue, ou qu'il n'aille pourrir à la pluie, collé en étoile à la vitre cassée d'un guichetier. Que ce que j'écris ici puisse être un jour utile à d'autres, que cela arrête le juge prêt à juger, que cela sauve des malheureux, innocents ou coupables, de l'agonie à laquelle je suis condamné. Pourquoi? À quoi bon? Qu'importe. Quand ma tête aura été coupée, qu'est-ce que cela me fait qu'on en coupe d'autres? Je vous demande un peu ce qui m'en reviendra. Quoi? Le soleil, le printemps, les champs pleins de fleurs, les oiseaux qui s'éveillent le matin, les nuages, les arbres, la nature, la liberté, la vie. Tout cela n'est plus à moi. C'est moi qu'il faudrait sauver. Je viens de faire mon testament. À quoi bon? Je suis condamné aux frais et tout ce que j'ai y suffira à peine. La guillotine, c'est fort cher. Je laisse une mère. Je laisse une femme. Je laisse un enfant. Une petite fille de 3 ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs cheveux châtains. Elle avait 2 ans et 1 mois quand je l'ai vue pour la dernière fois. Ainsi, après ma mort, 3 femmes sans fils, sans mari, sans père, 3 orphelines de différentes espèces, 3 veuves du fait de la loi. J'admets que je sois justement puni. Ces innocentes, quand elles fait, n'importe, on les déshonore, on les ruine, c'est la justice. Ce n'est pas que ma pauvre vieille mère m'inquiète, elle a 64 ans, elle mourra du coup. Ma femme ne m'inquiète pas non plus, elle est déjà d'une mauvaise santé et d'un esprit faible. Elle mourra aussi. Mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie, qui rit, qui joue, qui chante à cette heure et ne pense à rien, c'est celle-là qui me fait mal. Plus de chance maintenant.
Mon pourvoi sera rejeté parce que tout est en règle. Les témoins ont bien témoigné, les plaideurs ont bien plaidé, les juges ont bien jugé. Je n'y compte pas. À moins que... Non. Folie. Plus d'espérance. Le pourvoi, c'est une corde qui vous tient suspendu au-dessus de l'abîme et qu'on entend craquer à chaque instant jusqu'à ce qu'elle se casse. C'est comme si le couteau de la guillotine mettait 6 semaines à tomber. Si j'avais ma grâce. Avoir ma grâce. Et par qui? Et pourquoi? Et comment? Il est impossible qu'on me fasse grâce. L'exemple, comme ils disent. Je n'ai plus que 3 pas à faire. Bicêtre, la conciergerie, la grève. Pendant que j'écrivais tout ceci, ma lampe a pâli. Le jour est venu. L'horloge de la chapelle a sonné 6 heures. Qu'est-ce que cela veut dire? Le guichetier de garde vient d'entrer dans mon cachot. Il a ôté sa casquette, m'a salué, s'est excusé de me déranger et m'a demandé en adoucissant de son mieux sa rude voix ce que je désirais à déjeuner. Il m'a pris un frisson. Est-ce que ce serait pour aujourd'hui? Le directeur de la prison lui-même vient de me rendre visite. Il m'a demandé en quoi il pourrait m'être agréable ou utile à exprimer le désir que je n'eusse pas à me plaindre de lui ou de ses subordonnés. S'est informé avec intérêt de ma santé et de la façon dont j'avais passé la nuit. En me quittant, il m'a appelé Monsieur. C'est pour aujourd'hui? C'est pour aujourd'hui. Il ne croit pas, ce geôlier, que j'ai à me plaindre de lui et de ses sous-geôliers. Il a raison. Ce serait mal à moi de me plaindre, ils ont fait leur métier. Ils m'ont bien gardé. Ce bon geôlier, avec son sourire bénin, ses paroles caressantes, son œil qui flatte et qui espionne, ses grosses et larges mains, c'est la prison incarnée, c'est Bicêtre qui s'est fait homme. Tout est prison autour de moi. Je retrouve la prison sous toutes les formes. La prison est une espèce d'être horrible. Elle m'enferme dans ses murailles de granit, me cadenasse sous ses serrures de fer et me surveille avec ses yeux de geôlier. Ah, misérable, que vais-je devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Je suis calme maintenant. Maintenant, Dieu merci, je n'espère plus. Voici ce qui vient de se passer. Au moment où 6h30 sonnaient, la porte de mon cachot s'est rouverte. Un vieillard à tête blanche, vêtu d'une redingote brune, est entré. Il a entrouvert sa redingote. J'ai vu une soutane, un rabat. C'était un prêtre. Il s'est assis en face de moi avec ce sourire bienveillant, puis a secoué la tête et levé les yeux au ciel, c'est-à-dire à la voûte du cachot. Je l'ai compris. « Mon fils, m'a-t-il dit, êtes-vous préparé ?» Je lui ai répondu d'une voix faible, « Je ne suis pas préparé, mais je suis prêt. » La porte s'est rouverte une seconde fois. Une espèce de monsieur en habit noir, accompagné du directeur de la prison, s'est présenté et m'a salué profondément. Cet homme avait sur le visage quelque chose de la tristesse officielle des employés de pompes funèbres. Il tenait un rouleau de papier à la main. « Monsieur, m'a-t-il dit avec un sourire de courtoisie,
Je suis huissier près la cour royale de Paris. J'ai l'honneur de vous apporter un message de la part de monsieur le procureur général. » Il s'est mis à me lire un long texte en chantant à la fin de chaque ligne et en hésitant au milieu de chaque mot. C'était le rejet de mon pourvoi. « L'arrêt sera exécuté aujourd'hui en place de Grève, » a-t-il ajouté quand il a eu terminé. « Nous partons à 7h30 précises pour la conciergerie. Mon cher monsieur, aurez-vous l'extrême bonté de me suivre? »« Quand vous voudrez, » lui ai-je répondu, « à votre aise. » Il m'a salué en disant « J'aurai l'honneur de venir vous chercher dans une demi-heure. » Alors ils m'ont laissé seul. « 7h30 sonnait lorsque l'huissier s'est présenté de nouveau au seuil de mon cachot. « Monsieur, m'a-t-il dit, je vous attends. » Hélas, lui et d'autres. Je me suis levé, j'ai fait un pas. Avant de sortir du cabanon, j'y ai promené un dernier coup d'œil. Je l'aimais, mon cachot. Au détour du corridor, l'aumônier nous a rejoints. Il venait de déjeuner. Au sortir de la geôle, le directeur m'a pris affectueusement la main. Une voiture attelée de chevaux de poste stationnait dans la première cour. C'est la même voiture qui m'avait amené. Nous sommes montés. L'huissier et un gendarme dans le compartiment de devant, le prêtre, moi et un gendarme dans l'autre. La voiture s'est ébranlée. Je me sentais emporté avec stupeur comme un homme tombé en léthargie. À travers le grillage d'un Judas percé en face de moi, mes yeux s'étaient fixés machinalement sur l'inscription gravée en grosses lettres au-dessus de la grande porte de Bicêtre. « Hospice de la vieillesse. » Tiens, me disais-je, il paraît qu'il y a des gens qui vieillissent là. Je crois que c'est à ce moment-là que le prêtre s'est remis à me parler. Je l'ai laissé dire patiemment. J'avais déjà dans l'oreille le bruit des roues, le galop des chevaux, le fouet du postillon. C'était un bruit de plus. J'écoutais en silence cette chute de paroles monotones lorsque la voix brève et saccadée de l'huissier placé sur le devant est venue subitement me secouer. « Eh bien, monsieur l'abbé, disait-il avec un accent presque gai, qu'est-ce que vous savez de nouveau ?» C'est vers le prêtre qu'il se retournait en parlant ainsi. « Savez-vous la grande nouvelle de Paris aujourd'hui ?» J'ai tressailli, comme s'il parlait de moi. « Non, » a dit le prêtre, « je n'ai pas eu le temps de lire les journaux ce matin. Je verrai cela ce soir. »« Oh !» a repris l'huissier, « il est impossible que vous ne sachiez pas cela.
La nouvelle de Paris, la nouvelle de ce matin. J'ai pris la parole. Je crois la savoir. L'huissier m'a regardé. Vous? Vraiment? En ce cas, qu'en dites-vous? Vous êtes curieux, lui ai-je dit. Mais pourquoi, monsieur? A répliqué l'huissier. Je suis tout à fait d'avis du rétablissement de la garde nationale. Je l'ai interrompu. Je ne croyais pas que ce fût de cela qu'il s'agissait. Et de quoi donc? Vous disiez savoir la nouvelle. Je parlais d'une autre dont Paris s'occupe aussi aujourd'hui. L'imbécile n'a pas compris. Sa curiosité s'est éveillée. Une autre nouvelle? Où diable avez-vous pu apprendre des nouvelles? Laquelle, de grâce, mon cher monsieur? Savez-vous ce que c'est, monsieur l'abbé? Êtes-vous plus au courant que moi? Il se tournait tour à tour vers le prêtre et vers moi, et je ne répondais qu'en haussant les épaules. « Eh bien, m'a-t-il dit, à quoi pensez-vous donc ?»« Je pense, ai-je répondu, que je ne penserai plus ce soir. »« Oh, c'est cela !» a-t-il répliqué. « Allons, vous êtes trop triste. » Il a ouvert sa tabatière. « Tenez, cher monsieur, ne vous fâchez pas. Une prise de tabac, et ne me gardez pas rancune. » N'ayez pas peur, je n'aurai pas longtemps à vous la garder. En ce moment, sa tabatière qu'il me tendait a rencontré le grillage qui nous séparait. Un chaos a fait qu'elle l'a heurté assez violemment et est tombée toute ouverte sous les pieds du gendarme. « Oh, maudit grillage !» s'est écrié l'huissier. Il s'est tourné vers moi. « Eh bien, ne suis-je pas malheureux? Tout mon tabac est perdu. »« Je perds plus que vous, » ai-je répondu en souriant. Il a essayé de ramasser son tabac en grommelant entre ses dents. « Plus que moi, cela est facile à dire. Pas de tabac jusqu'à Paris, c'est terrible. » Ils m'ont amené dans une cellule où il n'y a que les 4 murs, avec beaucoup de barreaux à la fenêtre et beaucoup de verrous à la porte, cela va sans dire. J'ai demandé une table, une chaise et ce qu'il faut pour écrire. On m'a apporté tout cela. Puis j'ai demandé un lit. Le guichetier m'a regardé de ce regard étonné qui semble dire « À quoi bon ?» Il est 10 heures. Oh, ma petite fille. Encore 6 heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on disséquera de l'autre, et puis de ce qui restera, on en mettra plein une bière et le tout ira à Clamart. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père. Ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent et tous pourraient me sauver, ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie? Pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, qui prenait ton joli petit visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir joignait tes 2 petites mains pour prier Dieu. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Si ces jurés l'avaient vu, au moins, ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Est-il bien vrai que c'est moi? Ce bruit sourd de cris que j'entends au dehors, ce flot de peuple joyeux qui déjà se hâte sur les quais, ces gendarmes qui s'apprêtent dans leur caserne, ce prêtre en robe noire
Cet autre homme aux mains rouges, c'est pour moi. C'est moi qui vais mourir. Encore si je savais comment cela est fait et de quelle façon on meurt là-dessus. Mais c'est horrible, je ne le sais pas. Je n'ose faire une question là-dessus. Mais il est affreux de ne savoir ce que c'est ni comment s'y prendre. Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. Mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. Je l'ai entrevu, cependant, une fois. Je passais sur la place de Grève en voiture un jour vers 11h du matin. Tout à coup, la voiture s'arrêta. Il y avait foule sur la place. Je mis la tête à la portière. Une populace encombrait la Grève et le quai, et des femmes, des hommes, des enfants étaient debout sur le parapet. Au-dessus des têtes, on voyait une espèce d'estrade en bois rouge que 3 hommes échafaudaient. Un condamné devait être exécuté le jour même, et l'on bâtissait la machine. Je détournai la tête avant d'avoir vu. À côté de la voiture, il y avait une femme qui disait à un enfant « Tiens, regarde, le couteau coule mal. Ils vont graisser la rainure avec un bout de chandelle. » C'est probablement là qu'ils en sont aujourd'hui. 11h viennent de sonner. Ils graissent sans doute la rainure. Il a les cheveux blancs, l'air très doux, une bonne et respectable figure. Nous nous sommes assis, lui sur la chaise, moi sur le lit. Il m'a dit « Mon fils ». Ce mot m'a ouvert le cœur. Il a continué « Mon fils, croyez-vous en Dieu ?» « Oui, mon père, lui ai-je répondu. « Mon fils, a-t-il repris, vous avez l'air de douter. » Alors il s'est mis à parler. Il a parlé longtemps. Il a dit beaucoup de paroles. Puis, quand il a cru avoir fini, il s'est levé et m'a regardé pour la première fois depuis le commencement de son discours, en m'interrogeant. « Eh bien, monsieur, lui ai-je répondu, laissez-moi seul, je vous prie. » Mais que m'a-t-il dit, ce vieillard? Rien de senti, rien d'attendri, rien de pleurer, rien d'arraché de l'âme, rien qui vint de son cœur pour aller au mien. Au contraire, je ne sais quoi de vague, d'inaccentué, d'applicable à tout et à tous. Et puis il avait l'air de réciter une leçon déjà 20 fois récitée, pas un regard dans l'œil, pas un accent dans la voix, pas un geste dans les mains. Ah! Qu'on aille donc au lieu de cela chercher quelques jeunes vicaires, quelques vieux curés au hasard dans la première paroisse venue, qu'on le prenne au coin de son feu, lisant son livre et ne s'attendant à rien, et qu'on lui dise « Il y a un homme qui va mourir, et il faut que ce soit vous qui le consoliez, il faut que vous soyez là quand on lui liera les mains, là quand on lui coupera les cheveux, que vous montiez dans sa charrette avec votre crucifix pour lui cacher le bourreau, que vous soyez cahoté avec lui par le pavé jusqu'à la Grève, que vous traversiez avec lui l'horrible foule buveuse de sang, que vous l'embrassiez au pied de l'échafaud et que vous restiez jusqu'à ce que la tête soit ici et le corps là. Alors qu'on me l'amène, tout palpitant, tout frissonnant, de la tête aux pieds, qu'on me jette entre ses bras, à ses genoux, et il pleurera, et nous pleurerons, et il sera éloquent, et je serai consolé, et mon cœur se dégonflera dans le sien, et il prendra mon âme, et je prendrai son Dieu. J'ai fermé les yeux.
J'ai mis les mains dessus et j'ai tâché d'oublier le présent dans le passé. Tandis que je rêve, les souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse me reviennent un à un. Il y a une jeune fille dans le solitaire jardin, la petite Espagnole, avec ses grands yeux et ses grands cheveux, sa peau brune et dorée, ses lèvres rouges et ses joues roses, l'Andalouse de 14 ans. Peppa. Nos mères nous ont dit d'aller courir ensemble. Nous sommes venus nous promener. On nous a dit de jouer et nous causons. Enfants du même âge, non du même sexe. Pourtant, il n'y a encore qu'un an, nous courions, nous luttions ensemble. Je disputais à Pépita la plus belle pomme du pommier, je la frappais pour un nid d'oiseau, elle pleurait, je disais « c'est bien fait ». Et nous allions tous deux nous plaindre ensemble à nos mères, qui nous donnaient tort tout haut et raison tout bas. Maintenant, elle s'appuie sur mon bras et je suis tout fier et tout ému. Nous marchons lentement, nous parlons bas. Elle laisse tomber son mouchoir, je le lui ramasse. Nos mains tremblent en se touchant. Elle me parle des petits oiseaux, de l'étoile qu'on voit là-bas, du couchant vermeil derrière les arbres. Nous disons des choses innocentes et nous rougissons tous deux. La petite fille est devenue jeune fille. Ce soir-là, c'était un soir d'été. Nous étions sous les marronniers au fond du jardin. Après un de ces longs silences qui remplissaient nos promenades, elle quitta tout à coup mon bras et me dit « Courons !» Il lui passa par la tête une idée d'enfant. Peppa redevint Pépita. Elle me dit « Courons !» Et elle se mit à courir devant moi, avec sa taille fine comme le corset d'une abeille et ses petits pieds qui relevaient sa robe jusqu'à mi-jambe. Je la poursuivis, elle fuyait. Le vent de sa course soulevait par moments sa pèlerine noire et me laissait voir son dos brun et frais. J'étais hors de moi. Je l'atteignis près du vieux puisard en ruine. Je la pris par la ceinture du droit de victoire et je la fis asseoir sur un banc de gazon. Elle ne résista pas. « Asseyez-vous là, me dit-elle. Il fait encore grand jour. Lisons quelque chose. Avez-vous un livre ?» J'avais sur moi le tome second des Voyages de Spallanzani. J'ouvris au hasard. Je me rapprochai d'elle. Elle appuya son épaule à mon épaule et nous nous mîmes à lire chacun de notre côté, tout bas, la même page. Avant de tourner le feuillet, elle était toujours obligée de m'attendre. « Avez-vous fini ?» me disait-elle, que j'avais à peine commencé. Cependant, nos têtes se touchaient, nos cheveux se mêlaient, nos haleines peu à peu se rapprochaient, et nos bouches tout à coup. Quand nous voulûmes continuer notre lecture, le ciel était étoilé. « Oh, maman, maman !» dit-elle en rentrant, « si tu savais comme nous avons couru !» Moi, je gardais le silence. « Tu ne dis rien ?» me dit ma mère. « Tu as l'air triste. » J'avais le paradis dans le cœur. C'est une soirée que je me rappellerai toute ma vie. Toute ma vie.
Il est 1h15. Voici ce que j'éprouve maintenant. Une violente douleur de tête, les reins froids, le front brûlant. J'ai des tressaillements convulsifs et de temps en temps, la plume tombe de mes mains comme par une secousse galvanique. Les yeux me cuisent comme si j'étais dans la fumée. J'ai mal dans les coudes. Encore 2h45 et je serai guéri. Je me suis réveillé frissonnant et baigné d'une sueur froide. Le bon aumônier était assis au pied de mon lit et lisait des prières. « Ai-je dormi longtemps ?» lui ai-je demandé. « Mon fils, m'a-t-il dit, vous avez dormi 1 heure. On vous a amené votre enfant. Elle est là dans la pièce voisine qui vous attend. Je n'ai pas voulu qu'on vous éveillât. Oh !» ai-je crié. « Ma fille ! Mais qu'on m'amène ma fille !» Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. On lui a mis une petite robe qui lui va bien. Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras, je l'ai assise sur mes genoux, je l'ai baisée sur ses cheveux. Elle me regardait d'un air étonné, caressée, embrassée, dévorée de baisers, se laissant faire, mais jetant de temps en temps un coup d'œil inquiet sur sa bonne qui pleurait dans le coin. Enfin, j'ai pu parler. « Marie !» ai-je dit. « Ma petite Marie !» Je la serrai violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Elle a poussé un petit cri. « Oh ! Vous me faites mal, monsieur !» m'a-t-elle dit. Monsieur. Il y a bientôt 1 an qu'elle ne m'a vu, la pauvre enfant. Elle m'a oublié, visage, parole, accent. Et puis, qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ces habits et cette pâleur? Écoute, Marie, l'ai-je dit en joignant ses 2 petites mains dans les miennes. Est-ce que tu ne me connais point? Elle m'a regardé avec ses beaux yeux et elle a répondu « Ah ben non !»« Mais regarde bien !» ai-je répété. « Comment? Mais tu ne sais pas qui je suis ?»« Si » a-t-elle dit. « À monsieur ?» Hélas, n'aimer ardemment qu'un seul être au monde, l'aimer avec tout son amour, et l'avoir devant soi qui vous voit, et vous regarde, vous parle et vous répond, et ne vous connaît pas. Ne vouloir de consolation que de lui, et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous en faut parce que vous allez mourir. Marie, ai-je repris, as-tu un papa? Oui, monsieur, a dit l'enfant. Eh bien, où est-il? Elle a levé ses grands yeux étonnés. Ah, vous ne savez donc pas? Il est mort. Puis elle a crié. J'avais failli la laisser tomber. Mort, disais-je. Marie, sais-tu ce que c'est qu'être mort? Oui, monsieur, a-t-elle répondu. Il est dans la terre et dans le ciel. Elle a continué d'elle-même. Je prie le bon Dieu pour lui, matin et soir, sur les genoux de maman. C'était assez de cela. Je l'ai interrompu. Marie, Marie, c'est moi qui suis ton papa. Oh, m'a-t-elle dit. J'ai ajouté, veux-tu que je sois ton papa? L'enfant s'est détourné. Non, mon papa était bien plus beau. Je l'ai couverte de baisers et de larmes. Elle a cherché à se dégager de mes bras en criant « Vous me faites mal avec votre barbe !»
Je l'ai remise à sa bonne. Emportez-la. Et je suis retombé sur ma chaise, sombre, désert, désespéré. À présent, il devrait venir. Je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. 3 heures sonnaient. On est venu m'avertir qu'il était temps. J'ai tremblé comme si j'eusse pensé à autre chose depuis 6 heures, depuis 6 semaines, depuis 6 mois. Cela m'a fait l'effet de quelque chose d'inattendu. Ils m'ont fait traverser leur corridor et descendre leurs escaliers. Ils m'ont poussé entre 2 guichets du rez-de-chaussée, salle sombre, étroite, voûtée, à peine éclairée d'un jour de pluie et de brouillard. Une chaise était au milieu. Ils m'ont dit de m'asseoir, je me suis assis. Il y avait près de la porte et le long des murs quelques personnes debout, outre le prêtre et les gendarmes, et il y avait aussi 3 hommes. Le premier, le plus grand, le plus vieux, était gras et avait la face rouge. Il portait une redingote et un chapeau à 3 cornes déformées. C'était lui. C'était le bourreau, le valet de la guillotine. À peine assis, les 2 autres se sont approchés de moi, par derrière, comme des chats. Puis tout à coup, j'ai senti un froid d'acier dans mes cheveux, et les ciseaux ont grincé à mes oreilles. Mes cheveux coupés au hasard tombaient par mèches sur mes épaules, et l'homme au chapeau à 3 cornes les époussetait doucement avec sa grosse main. Autour, on parlait à voix basse. Du fond du sombre guichet, j'ai vu brusquement tout à la fois, à travers la pluie, les 1000 têtes hurlantes du peuple, entassées pêle-mêle sur la rampe du grand escalier du palais. Tableau hideux, bien encadré dans une porte de prison. C'est pour ce moment redouté que j'avais gardé mon courage. J'ai fait 3 pas et j'ai paru sur le seuil du guichet. « Le voilà! Le voilà !» a crié la foule. « Il sort, enfin !» Et les plus près de moi battaient des mains. C'était une charrette ordinaire avec un cheval étique et un charretier en sarrau bleu à dessins rouges comme ceux des maraîchers des environs de Bicêtre. Le gros homme en chapeau à 3 cornes est monté le premier. Un valet l'a suivi. Ils se sont assis tous 2 sur la banquette de devant. C'était mon tour. J'ai monté d'une allure assez ferme. « Il va bien !» a dit une femme à côté des gendarmes. Cet atroce éloge m'a donné du courage. Le prêtre est venu se placer auprès de moi. On m'avait assis sur la banquette de derrière, le dos tourné au cheval. J'ai frémi de cette dernière attention. Ils mettent de l'humanité là-dedans. On a franchi la grille. Au moment où la charrette a tourné vers le pont au change, la place a éclaté en bruit, du pavé au toit, et les ponts et les quais ont répondu à faire un tremblement de terre. On allait au pas. Le quai aux fleurs embaumait. C'était jour de marché. Les marchands ont quitté leurs bouquets pour moi. Il y avait un grand bruit au dehors, comme un frémissement qui ondulait dans l'air. J'ai cru d'abord que c'était la rivière, mais à des rires qui éclataient, j'ai reconnu que c'était la foule. Tout à coup, l'un des valets m'a enlevé ma veste, et l'autre a pris mes 2 mains qui pendaient, les a ramenées derrière mon dos, et j'ai senti les nœuds d'une corde se rouler lentement autour de mes poignets rapprochés. En même temps, l'autre détachait ma cravate. Ma chemise de batiste
seul lambeau qui me resta du moi d'autrefois, l'a fait en quelque sorte hésiter un moment. Puis il s'est mis à en couper le col. Au saisissement de l'acier qui touchait mon cou, mes coudes ont tressailli et j'ai laissé échapper un rugissement étouffé. La main de l'exécuteur a tremblé. « Monsieur, m'a-t-il dit, pardon, est-ce que je vous ai fait mal ?» Ces bourreaux sont des hommes très doux. La foule hurlait plus haut au dehors. Alors l'un d'eux s'est baissé et m'a lié les deux pieds au moyen d'une corde fine et lâche qui ne me laissait à faire que de petits pas. Cette corde est venue se rattacher à celle de mes mains. Puis le gros homme a jeté la veste sur mon dos et a noué les manches ensemble sous mon menton. Ce qu'il y avait à faire là était fait. Alors le prêtre s'est approché avec son crucifix. « Allons, mon fils, m'a-t-il dit. Les valets m'ont pris sous les aisselles. Je me suis levé, j'ai marché, mes pas étaient mous et fléchissaient comme si j'avais eu 2 genoux à chaque jambe. En ce moment, la porte extérieure s'est ouverte à 2 battants. Une clameur furieuse et l'air froid et la lumière blanche ont fait irruption vis-à-vis, un peu dans la tour carrée qui fait le coin du palais. Il y a des cabarets dont les entresols étaient pleins de spectateurs heureux de leur belle place, surtout des femmes. La journée doit être bonne pour les cabaretiers. On louait des tables, des chaises, des échafaudages, des charrettes, tout pliait de spectateurs. Des marchands de sang humain criaient à tue-tête « Qui veut des places ?» Une rage m'a pris contre ce peuple. J'ai eu envie de leur crier « Qui veut la mienne ?» Cependant la charrette avançait. Vers le milieu de ce pont au change, si large et si encombré que nous cheminions à grand-peine, l'horreur m'a pris violemment. J'ai pris le crucifix et je l'ai baisé. « Ayez pitié de moi !» ai-je dit. « Oh mon Dieu !» Puis tout à coup, je me suis senti un grand froid. La pluie avait traversé mes vêtements et mouillait la peau de ma tête à travers mes cheveux coupés et courts. « Vous tremblez de froid, mon fils ?» m'a demandé le prêtre. « Oui », ai-je répondu. Dans le tumulte qui m'enveloppait, je ne distinguais plus les cris de pitié des cris de joie, les rires des plaintes, les voix du bruit. Mes yeux lisaient machinalement les enseignes des boutiques. Tout à coup, la charrette s'est arrêtée subitement et j'ai failli tomber la face sur les planches. Le prêtre m'a soutenu. « Courage !» a-t-il murmuré. Alors on a apporté une échelle à l'arrière de la charrette. Il m'a donné le bras, je suis descendu, puis j'ai fait un pas, puis je me suis retourné pour en faire un autre, et je n'ai pu. Entre les 2 lanternes du quai, j'avais vu une chose sinistre. On m'a monté ici. J'ai demandé qu'on me laissât écrire mes dernières volontés. Ils m'ont délié les mains, mais la corde est ici, toute prête. Et le reste est en bas. Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce, vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les 2 mains et en me traînant sur les 2 genoux. Il m'a répondu, en souriant fatalement, si c'est là tout ce que j'avais à lui dire. « Ma grâce, ma grâce !» ai-je répété, ou par pitié, 5 minutes encore. Des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi?
cet exécrable bourreau. Il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, qu'il était responsable, que d'ailleurs il pleut et que cela risque de se rouiller. Par pitié, 1 minute pour attendre ma grâce, ou je me défends, je mords. Le juge et le bourreau sont sortis. Je suis seul avec 2 gendarmes. Oh, l'horrible peuple avec ses cris d'hyène. Qui sait si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvé, si ma grâce, il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Les misérables. Il me semble qu'on monte l'escalier. « 4 heures.